Merci de nous recevoir chez vous dans New World Economy à l'heure de Éco-Jeunes. Les jeunes face aux défis de l'or, ce serait donc le sujet du jour. Beaucoup de jeunes sont confrontés à pas mal de défis. Nous parlons par ici de l'emploi, nous parlons par là donc du mariage. Après, les enfants arrivent. Pas mal de sujets qui taraudent l'esprit des jeunes. Nous en parlerons avec des jeunes avisés que nous avons sur ce plateau. Je veux d'abord nommer Dovis Assou-Valère qui a toujours été avec nous en 2023. Et nous avons le plaisir de le recevoir encore sur ce plateau. Valère, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Coco, il faut dire que le plaisir est également pour moi d'être encore dans ce joli plateau et parler de ce sujet aussi important. Déjà, j'aimerais souhaiter une très bonne, heureuse année aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont accompagnés tout au long de l'année 2023. Nous sommes encore là en 2024. On promet de très très bonnes choses. On promet de très très bonnes choses. Ça me permet donc de parler d'Apifa. Apifa, comme vous merci d'être avec nous depuis 2023. J'avoue que c'est la toute première fois que nous nous retrouvons encore sur ce plateau pour continuer par inspirer les jeunes. Merci d'être avec nous. Merci à toi aussi Coco. Et c'est un plaisir, un grand plaisir d'être là encore en cette année 2024. C'est une grâce d'ailleurs d'être là et j'espère et je crois vivement que 2024 nous apportera la force nécessaire, le courage, l'énergie et la sagesse afin de faire ce bon boulot. Alors, enfin de faire ce bon boulot et à côté de vous, Élie, c'est un plaisir de t'avoir également sur ce plateau et je sens encore cette fougue que tu vas dégager tout au long de cette nouvelle année 2024. Merci à tout le monde. Et ça fait vraiment longtemps. Et je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les spectateurs et spectatrices. Que Dieu nous protège surtout cette année. Nous demandons la protection divine. Alors nous demandons la protection divine. Nous parlons d'abord de l'emploi. Valère, qu'est-ce que ça fait à 30 ans, 32 ans, où on est diplômé, mais on n'a pas d'emploi, on n'a pas de travail? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est d'abord pour toi une pression? Il y a derrière ça une pression sociale? Il y a une pression, il y a beaucoup de frustration, il faut le dire. Parce qu'un jeune, une jeune, ça peut être un homme ou bien une femme, déjà à 30 ans, il y a tellement de pression. Parce qu'autour de nous, on voit également les jeunes qui sont non seulement dans notre voisinage, mais aussi aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On peut assister, on peut voir des jeunes à 21 ans, 22 ans, 23 ans, et qui sont tellement stables et qui accomplissent des choses assez incroyables. Okay. Et si nous, à 30 ans, à une trentaine d'années, on se retrouve dans le chômage, ça veut dire beaucoup de choses. Et qui parle de chômage, parle de manque. Parce que pourquoi quand on est, le grand problème, c'est que quand on est au chômage, c'est qu'on a du mal à joindre nos deux bouts et ça demande beaucoup de complications. Il y a beaucoup de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Il y a le logement qui demande beaucoup de choses. Il y a le déplacement. Donc, quand on ne travaille pas, il y a tellement de défis et ça devient une pression supplémentaire. Également, on a sacrifié aussi une personne qui a un diplôme. Si on est, par exemple, une personne qui a la licence. La licence, par exemple. Elle a fait au moins plus de 13 ans, 16 ans d'études. Vous imaginez 16 ans d'investissement et tu te retrouves à la fin avec pas grand chose. Ça met tellement de pression et ça frustre énormément. Alors, Apifa, pour toi, est-ce que au-delà de cette pression liée aux réalités de la vie, quand on est au chômage, par exemple, ça voudrait dire que on aura d'abord de la difficulté à pouvoir être autonome, c'est-à-dire à vivre de façon autonome, peut-être avoir un loyer et tout ce qui va avec. Au-delà de ça, est-ce que tu penses qu'il y a aussi une pression sociale, une pression de la famille? Oui, vraiment, parce qu'il y a une pression de la famille. Déjà, à un certain âge, un enfant ne pourra plus retourner auprès de ses parents pour demander ou bien exiger certaines choses. Et vice-versa. Le parent aussi, à un âge, ne pourra plus s'inquiéter de certaines choses pour un enfant. Si je prends l'exemple de... Je peux bien me situer à l'âge de 23, 24, 25 ans.
tu ne pourras plus revenir le soir et réclamer certaines choses. Maintenant, Notamment, parlons. qu'est-ce qu'on a préparé Qu'est-ce que vous à la avez maison, préparé? maman? Qu'est-ce que tu as préparé? Voilà. J'ai faim et tout. Maman, C'est j'ai difficile. faim. Maman, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais tu restes un enfant. Tu restes un enfant à tes parents. Oui, tu restes un enfant à tes parents, mais tu as dépassé l'âge d'être entretenu comme un enfant. Bon, ok. Ce que je Jusqu'à veux savoir- parler de la trentaine, avoir 30 ans et puis être d'abord dans la maison de ses parents et maintenant revenir le soir et demander ce qu'on a préparé. Maman, je peux avoir 1000 francs, je peux avoir 2000. Est-ce que c'est une honte? Je ne peux pas dire tout de suite que c'est une honte, mais c'est exagéré. C'est exagéré. Wow. On pense qu'à 30 ans, tu ne dois plus être un fardeau pour la famille, pour tes parents. Tu dois déjà être autonome à 30 ans. Elle est soulagée. Et les soulager peut-être, alléger un peu la tâche. Voilà. Parce que peut-être qu'il y a encore d'autres personnes, d'autres enfants, d'autres frères et sœurs qui te suivent, qui sont toujours à l'école, qui sont toujours au collège, à qui on doit donner le peu de revenus de la famille, des parents. Mais maintenant, c'est toi, le grand frère d'Agan, ou bien Fogan, qui revient à la maison et qui exige encore tout ça là. Je crois que c'est... Et normalement, exagéré. c'est exagéré. Normalement, c'est toi qui va peut-être aider tes petits frères à donner peut-être les 1000 francs, les 2000 pour alléger la tâche des parents. Mais toi aussi, tu es à la charge comme tes frères. Là, je pourrais dire finalement que ça devient une honte. Quelqu'un dirait que tu deviens finalement un fardeau pour la famille. Justement. Alors Élie, cela m'amène à te poser cette question. À quel âge on ne doit plus être un fardeau, ou on peut le dire ainsi, hein, on ne doit plus dépendre des parents? À quel âge, selon toi? Beaucoup plus en Afrique. En fait, nos parents ont l'habitude de dire que dès que l'enfant a au moins 25 ans, et nos mamans le disent très bien en effet, il y a pas banjo les 10 niveaux. Wow. Du genre, Et au moins je il ne y a peux... plus un fardeau. Voilà. Au moins pour lui, là, on a déjà réglé ça. Au moins, déjà à 25 ans. Wow. Pour bon, c'est ce que avoir l'analyse, les analyses et puis ce que Objectivement, nous ce que nous vivons voilà ce que nous vivons, ce que beaucoup nos plus en Afrique. voilà, nos parents disent tout le temps, c'est ça. Déjà 24, 25 ans. On ne doit plus dépendre. On ne doit plus dépendre de ses parents, au moins à 25 ans. Mais voilà que avec les défis et tout ce qui se passe, on se retrouve à 28 ans à être avec les parents, 30 ans à être avec les parents. Et c'est tout un problème. C'est tout un problème. Alors, Valérie, est-ce que tu confirmes qu'à 30 ans, dans la maison de ses parents, c'est un problème? Surtout quand on n'a pas un travail. Nous situons spécifiquement dans ce cadre. À 30 ans, sans travail, dépendre des parents, rester dans la maison de ses parents, est-ce un problème? Bon, je veux différencier le fait de rester dans la maison de ses parents Justement. et dépendre de ses parents. On peut rester dans la maison de ses parents et être autonome. Être Là, le nous sommes dans relais. un cadre où vous n'êtes pas autonome parce que vous n'avez pas de travail. Vous n'avez Là, pas de travail. Si vous êtes dans la maison de votre parent et vous dépendez totalement de votre parent, il y a un problème. Et je crois que tout jeune qui se retrouve dans cette situation doit vraiment se poser des questions. Parce que, en fait, au-delà du fait qu'il y ait la pression sociale et la pression de la famille, l'individu lui-même, le jeune lui-même, s'inquiète en fait. Parce qu'il y a des choses... C'est une pression interne. Exactement. Il y a des choses, quand tu demandes, ça fait honte. Et quand tu avais 17 ans, 18 ans, facilement tu pourrais demander certaines choses. Mais à l'âge de 25 ans, de 27 ans, 30 ans, il y a des choses, quand toi-même tu demandes, tu n'es pas à l'aise en le disant. Donc, c'est vraiment compliqué. Et pour rebondir rapidement à la question que tu as posée à Élie, le fait de savoir l'âge, pour l'âge, ce serait compliqué de le dire. Par exemple, demander 25 ans, parce qu'il faut aussi considérer l'aspect éducatif. Au Togo, par exemple, on retrouve beaucoup de jeunes qui finissent par avoir le bac à 20 ans, 21 ans, 22 ans, entre 17 ans et 22 ans. Après le bac, le jeune qui va à l'université, avec le système LMD, la licence qui est normalement à 3 ans, si tu es parfait. Bon, si tu es parfait, tu fais les 3 ans. Voilà. Et avec si tu es bon, 4 ans. Voilà, 4 ans. Et si tu as moins, ça va ans. avec. De façon, si on va faire la moyenne, c'est 5 ans. Donc, déjà, un jeune qui a son bac à 20 ans, avec la licence à 25 ans, déjà, il a 25 ans. Il vient tout fraîchement d'avoir sa licence
sans expérience professionnelle. Vous connaissez très bien aujourd'hui la réalité. Les recruteurs sont très exigeants aujourd'hui. On vous demande 2 ans d'expérience. Il vient d'avoir sa licence. Donc c'est aussi des aspects dans les séries de stages, de volontariat et tout ce qui va avec. Et même pour trouver un stage, on sait un peu avec nos réalités ce que ça demande. Ça demande. Donc ça fait que des fois, un jeune peut avoir 25 ans, 26 ans, mais c'est que ça ne dépend pas forcément de lui. Il ne continue pas à se chercher. Il ne continue pas à se chercher parce que eu égard aux réalités aussi de notre environnement. Donc voilà ce que je veux ajouter également. Alors, je pense que ce sujet est vraiment intéressant et touche beaucoup d'aspects. Parce qu'une personne qui n'a pas de travail, qui, comme Valère vient de le dire, finit avec la licence APFA à 25 ans, et après, il n'a pas en même temps la garantie aussi d'un travail. Et c'est maintenant qu'il commence par déposer des dossiers par ici, par là. Alors, je voudrais vraiment qu'on puisse attaquer tout de suite cette question liée à l'emploi. Pour une personne qui dit « je fais des dépôts », par ici, par là, je dépose mes dossiers par ici, par là, et peut-être après 1 an, 2 ans, ça ne marche toujours pas. Est-ce que cette personne est toujours fautive, selon vous, du fait qu'il est toujours là sans emploi, 30 ans, 31 ans, 32 ans, et qui continue pas à dire « oui, je me cherche », mais je ne trouve pas toujours. Est-ce que quelque part, on peut rendre cette personne responsable de ce qu'il arrive ? Pas forcément le rendre responsable de ce qui arrive, parce que on a beau crier sur les toits qu'on peut entreprendre à 0 francs, on peut entreprendre, si tu ne trouves pas de travail, tu peux toi-même te créer quelque chose. Mais entreprendre, il y a aussi la réalité derrière l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre. Quand on dit à 0 francs, d'accord, entreprendre même à coup de millions, il faut avoir du cran, il faut avoir du courage pour le faire. Mais on ne peut forcément pas accuser cette personne d'être paresseux ou bien d'être oisif. Mais bon, peut-être qu'il n'a pas encore, son heure n'a pas encore sonné. Alors, Élie, vous êtes inspecteur du travail, comme le dit-on. Alors, dans la recherche, parlons d'abord de l'emploi, peut-être avant d'attaquer la phase peut-être de l'entrepreneuriat, 35 ans, 30 ans, à la enquête toujours de l'emploi. Est-ce qu'on peut aussi se dire que des fois, c'est vrai, on cherche le travail, on cherche l'emploi, mais nous cherchons mal. Ça, c'est clair. On cherche l'emploi, mais on cherche très mal l'emploi. Très mal. Parce que premièrement, je parle nos orientations à l'université de Lomé. Face aux défis de l'heure, face à tout ce qui se passe maintenant, il y a de ces filières-là. Moi, je n'encourage plus les jeunes à prendre ça. C'est quand même intéressant d'en parler. Il y a de ces options, ce n'est plus la peine de le faire parce que avoir le monde actuel où tout est digitalisé, on parle d'informatique, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de ceci, on parle de cela. C'est vraiment, je ne veux pas citer certaines options, c'est pas la peine de le faire, mais il va falloir qu'on cadre vraiment nos enfants. Où est-ce qu'ils vont? Mais faire quelque chose de concret. Ce que tu peux faire est déjà, même après ton bac, juste 2 ans, 3 ans, tu sais que tu as quelque chose de concret et tu te lances dans des affaires. Et puis les recruteurs même te cherchent parce que tu as de tels diplômes. Vous voyez, maintenant, on a des diplômes. C'est pas qu'il n'y a pas de diplômés au Togo. Il y a des gens qui ont fait deux études, de très bonnes études. Mais seulement, c'est pas ça qu'on n'a plus besoin de ça. Il y en a tellement qu'on n'a plus besoin de ça. Mais il va falloir faire de nouvelles choses. Et voilà le problème. Alors, et les anciennes personnes, on fait quoi d'eux? C'est là le problème de la réorientation. Il va falloir que tu prennes conscience de la situation. J'ai déjà fait l'erreur. Il va falloir que je m'oriente. Il n'est pas trop tard pour apprendre. On peut toutefois le refaire. Nous autres, on l'a fait. C'est possible de le faire. Donc, je me dis, le premier problème, c'est lié à l'orientation. Alors, si je comprends bien, plus je comprends, je suis persuadé que les téléspectateurs également comprendront. Donc, pour vous, personnellement, le gros défi aujourd'hui, c'est qu'il y a une inadéquation entre peut-être nos compétences, nos capacités, la formation et peut-être la réalité du marché du travail. Après, tu partages cela également? Oui, justement. Il y a vraiment une adéquation entre nos formations aujourd'hui et la réalité sur le terrain. Je ne sais pas si je peux me permettre de... Oui, allez-y. Moi, j'ai fait, par exemple, la sociologie à l'université de Lomé. J'ai fait la licence en sociologie, mais
Arrivé sur le terrain, je me suis retrouvée dans un domaine. C'est comme c'était le jour et la nuit. C'était carrément différent de ce qu'on a fait comme des cours, les cours théoriques. Donc, est-ce que tu es resté dans le domaine, sauf que la réalité du terrain n'a rien à voir avec ce que tu as appris? Je suis restée dans le domaine. Mais c'est la nuit et le jour. C'est le jour et la nuit. Je me suis formée finalement sur le terrain. C'est comme c'est le terrain qui te donne carrément une autre formation différente à ce que tu as reçu à l'école. Donc le diplôme ne suffit pas. Le diplôme ne suffit pas. Il faut maintenant aller. Il y a un monsieur qui me disait qu'il a discuté avec un étudiant en fin de parcours en agronomie qui ne sait pas en agronomie, qui ne pouvait pas reconnaître des graines de gombo. Vous voyez un peu, quelqu'un qui est en fin de parcours de master en agronomie et qui ne connaissait pas encore les graines de gombo. Ça veut dire qu'il a toutes les connaissances livresques, théoriques, il a tout ça, mais il n'est jamais allé dans un champ, dans un champ ou bien vers un paysan pour savoir qu'est-ce que vous mettez dans la terre. Vous voyez un peu, je me réfère à l'histoire d'un entrepreneur togolais qui disait qu'il a fini sa formation. Aujourd'hui, il est un grand entrepreneur togolais qui m'inspire beaucoup. Quand il a fini sa formation, il est parti en stage dans les champs. Dans les champs. Il est allé carrément dans une famille paysanne, dans un village, et il s'est donné à cette famille-là. Il a appris beaucoup de choses, et aujourd'hui, cette personne, il sélectionne vraiment des produits qui transforment, il est dans l'agroalimentaire, qui transforme et qui est un best dans son domaine aujourd'hui. Voyez, parfois, on se limite seulement à ce qu'on a appris à l'école. Et là, on va faire des dépôts des dossiers. Des dépôts des dossiers. Qu'on nous appelle. Et puis, nous sommes au Togo, nous sommes tellement attachés à ce système classique administratif que on veut tous avoir les cravates, on veut être en veste, on veut rester toujours dans les bureaux climatisés, on veut avoir ce respect-là. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis tel, avec les gros titres. Alors qu'il y a peut-être ce jeune de 30 ans qui est en train de chômer, qui est à la maison, qui a la pression familiale, il y a peut-être sa chance dans un champ, il y a peut-être sa chance quelque part, et il va mettre à profit maintenant tout ce qu'il a appris, tous ces diplômes-là, il va le mettre à profit quelque part, en se salissant peut-être un tout petit peu. Mais on ne sait pas. Il faut vraiment qu'on quitte des zones de confort pour qu'on aille chercher notre bonheur, peut-être juste à côté de nous. Super. Alors Valère, je comprends au travers de l'intervention de Élie, après donc de APFA, qu'aujourd'hui, il faut d'abord reconsidérer notre orientation. Voici ce que nous avions choisi. Là, beaucoup plus pour ceux qui sont toujours au chômage. À 30 ans au chômage, il faut d'abord se poser la bonne question. Est-ce que le choix que j'ai fait peut-être à l'université est en adéquation avec les réalités du terrain, avec les réalités du marché de l'emploi? Et je comprends aussi par l'intervention de APFA que au-delà des diplômes, il faut se faire former sur le terrain, avoir la compétence pratique pour pouvoir servir peut-être ou pouvoir se faire employer. Maintenant, la question que j'aimerais vraiment te poser, c'est que est-ce que à nos jours, ce qu'il faut conseiller aux jeunes qui sont à l'université, c'est que est-ce qu'on peut se permettre de dire un pas à l'université et un pas, je ne sais pas, dans la recherche des formations pratiques, de chercher peut-être un métier, avoir des choses, ou bien il faut finir à l'université avant de se lancer? Après, ça va faire aussi l'expérience. Là, nous parlons des expérimentés. Oui. À l'université, j'ai fait aussi également la sociologie comme APFA. Bienvenue, collègue. Et si je dois encore retourner en arrière, moi je dirais carrément que si je fais la sociologie, je dois encore faire autre chose. Voilà. Okay. Aujourd'hui, j'ai développé des compétences dans le domaine de l'infographie. Okay. Et c'est après que j'ai fait cette formation. Mais je me suis dit, si j'avais allié les deux, depuis la sociologie, parce qu'on avait les cours que sur 3 jours dans la semaine. Et il y avait des jours où il y avait de cours. Voilà. Mais on était ignorants, voilà, nous on attendait que, voilà, notre objectif c'est de valider, c'est d'avoir notre licence. On pensait que la licence c'est le plus grand trésor et c'est ça la clé qui nous ouvrira notre porte de bonheur. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que non, tiens, après la licence, la vie est encore profonde, il y a encore des réalités vraiment assez grandes. Donc, s'il y a un jeune qui me suit actuellement,
vous êtes à l'université, j'avoue quand même qu'il y a des disciplines, sinon il y a des filières où il serait carrément difficile d'allier les deux. Quand je prends par exemple la médecine c'est un métier une profession qui demande assez de temps. Tous les jours sont au cours. Peut-être le droit également, il y a certains... voilà. Mais si vous avez le temps, il faut carrément vous inscrire dans une autre formation. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de se déplacer pour se former. Moi, par exemple, quand je parle de l'infographie, je ne suis pas parti à une école et qui forme dans l'infographie. Juste avec des tutos, tu peux rester dans ta chambre, tu as juste une connexion. Et puis tu te connectes également et puis tu suis l'information. Aujourd'hui, nous avons une très grande opportunité, mais que nous saisissons très très mal. L'internet aujourd'hui, on le saisit très 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 mal. Et tu as posé la question de savoir, par exemple, un jeune qui a 30 ans et qui attend forcément être appelé selon le travail de son diplôme. Je crois que c'est un jeune qui est en train de rêver. Wow. Aujourd'hui, tu es en train de rêver. Oui, tu peux déposer et en même temps, parce que qu'est-ce qui te prouve que... Donc, si je comprends bien, tous ceux qui ont déposé, ils ont fait des dépôts, peut-être ils se sont fait travailler le CV et tout ça là, et ils ont déposé dans plusieurs entreprises et attendent qu'une porte s'ouvre. C'est rêver. Il faut le faire, c'est très bien, parce que tu as eu le diplôme, tu as les compétences qu'il faut. Le faire, c'est très bien. Mais en même temps, il faut te poser la question. Parce que tu as peut-être fait un peu l'expérience, tu as fait le dépôt 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne marche pas. Tu ne vas pas attendre, prier, voilà. Il faut aussi voir quelles sont les opportunités autour de moi. Il y a des gens, il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans un domaine aujourd'hui. Si on leur dit, voilà, de choisir le métier de leur diplôme, ils vont refuser. Wow. Parce que ce qu'ils accomplissent aujourd'hui avec comment je vais dire, leur travail personnel, leur développement personnel, le fait de capter une opportunité autour de leur environnement, ce qu'ils font avec, ils vont carrément refuser de travailler avec leur diplôme. Donc c'est très important aujourd'hui aux jeunes de ne pas se limiter au diplôme. C'est vrai, il faut aller à l'école. On a besoin des diplômés parce qu'on a besoin des travaux techniques, des travaux administratifs. Mais c'est très important aussi d'avoir, pourquoi pas, un métier à la main. Il y a des choses qu'on peut apprendre en 2 mois, en 3 mois, même en restant à la maison. C'est des choses que aujourd'hui on peut valablement encourager les jeunes à faire. Alors, Élie, peut-être avant de revenir à PEFA, aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, lorsqu'ils veulent... recruter donc de ces jeunes-là qui sont en quête de travail, peu importe ton diplôme, on te posera la question de savoir qu'est-ce que tu peux apporter à mon entreprise. Ça, c'est clair. Et très souvent, des jeunes peinent à répondre à cette question. Quand tu arrives au test de recrutement et on te dit qu'est-ce que tu peux apporter à mon entreprise? Des fois même, on a même l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent sans même connaître vraiment cette entreprise et savoir tout ce que cette entreprise fait. Je ne sais pas si tu partages le même avis. Je partage très bien le même avis avec vous. C'est ça le savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? À part, moi je suis inspecteur du travail. À part le fait que je sais parler des articles, des lois et tout, qu'est-ce que je sais faire? Si une entreprise me recrute maintenant, souvent les inspecteurs sont recrutés comme GRH. À part le fait de savoir gérer tout ça, que tu as appris à l'université, je peux faire quoi d'autre? Et là, j'ai des choses à dire. Je fais l'informatique, j'ai fait l'informatique, j'ai fait l'infographie. Je peux apporter un plus à votre entreprise dans ce domaine. J'ai fait ceci, j'ai fait la psychologie. Je peux vous aider dans ce domaine. Vous voyez un peu, donc, il ne faut pas seulement se limiter sur ce que tu as appris à l'école. Ça, Valère vient de le dire, c'est la première erreur qu'on fait. Et on répète toujours ça. Je sais faire ça. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre à part ça, au-delà de ça? Tu vas te démarquer de tous les milliers de personnes qui sont à la recherche de ça fait de toi une personne unique, au fait. C'est ça, allons à la recherche des choses. Moi, je ne me suis pas arrêtée à ma formation d'inspecteur. Non. Je refuse ça. Chaque jour, je vais à l'école. Je continue par aller à l'école. Je veux aller quelque part. Je cherche quelque chose. Je veux aller loin. Mais c'est pas le fait de me dire, ok, maintenant on me paye bien, je suis ceci pour l'État. Non, il y a des gens qui sont à l'ONU aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des diplômes, certes, ils ont des compétences. Pourquoi ne pas ressembler à ces gens-là et me contenter du peu? Donc le fait est que on se limite trop à nos diplômes.
et on ne développe plus rien. Valère l'a dit, il y a des formations de 2 mois et de très bonnes formations de 3 mois. Pas seulement ça, pas des formations en présentiel forcément, mais des formations en ligne. Et puis tes camarades qui ont des ateliers, tu peux aller te faire former là-bas. Moi, je me dis, si j'ai encore un petit temps maintenant, les week-ends, c'est pour aller apprendre la couture. On ne sait jamais, ça peut marcher, ça va marcher. Donc arrêtons de nous limiter uniquement sur nos diplômes. Arrêtons de nous limiter uniquement sur nos diplômes. Aller au-delà de ces diplômes pour pouvoir trouver un travail. On a l'impression des fois aussi que naïvement, on se dit en tant que jeune qu'on a le temps. On a le temps, et à un moment donné, on est surpris vraiment par le temps. Des fois, les 30 ans passent. Sans qu'on ne réalise, on ne réalise que on rentre déjà dans une autre phase d'année où on est toujours au chômage. Alors quand il parle au-delà de ses diplômes, il faut aller à une formation. Quelqu'un peut être choqué quand il tout de suite est en train de dire sur ce plateau que aller dans un atelier pour se faire former pour une personne qui a peut-être un master, est-ce que ce n'est pas peut-être un scandale? J'ai un master mais je suis au chômage. Mais on me demande d'aller apprendre, d'aller dans les ateliers. Est-ce que ce n'est pas un travail de seconde zone? Oui, quand on dit aujourd'hui que j'ai le master, j'ai le diplôme et que je ne pourrais pas aller en atelier et que ça te scandalise, tu seras 1000 fois scandalisé demain quand tu n'auras pas d'argent. Mais aujourd'hui, tu ne l'as même pas. Tu ne l'as même pas puisque tu ne travailles, tu n'as rien. Tu ne l'as pas aujourd'hui, mais tu en manqueras encore plus demain. Waouh. Et c'est mieux aujourd'hui. C'est mieux aujourd'hui quand tu as encore un peu de force d'aller en atelier. Je vais raconter cette petite anecdote. Je me rappelle en 2022, moi je suis passionnée de tout ce qui est pâtisserie, cuisine, service traiteur et tout. En 2022, je me suis dit que je vais apprendre à faire des biscuits. Des biscuits qu'on appelle communément agbebolo. Mais où apprendre ces biscuits-là? Vous savez que ces biscuits sont faits d'une manière traditionnelle. Ce n'est pas une école. Tu ne peux pas aller sur Internet pour apprendre ces biscuits-là. Il faut forcément aller en atelier. Je viens chez une bonne dame. Et j'ai vu une dame qui fait les biscuits. Une dame, je vous rassure, qu'elle n'a pas pour la dénigrer, mais qui n'a jamais mis pied à l'école. Et qui a des apprentis aussi qui sont venus des villages, qui a au moins 8 à 9 apprentis qui font des biscuits, qui fabriquent des biscuits et du pain. Je suis allée auprès de la dame et je lui ai dit que madame, je voudrais venir apprendre les biscuits. Tout de suite, elle m'a dit non, que c'est impossible, que je ne peux pas apprendre, que c'est impossible, que je ne peux pas venir apprendre les biscuits chez elle. Je dis mais pourquoi? En te regardant? En me regardant, elle me dit que je ne peux pas apprendre les biscuits chez elle. Mais on est deux Français, néné. Tu parles le français comme ça et puis tu dis que tu vas apprendre les biscuits, c'est pour faire quoi? Je dis moi j'ai mon projet à moi. Je sais ce que je vais faire avec l'apprentissage des biscuits. J'ai signé le contrat. Sur 3 mois, je suis allée en apprentissage dans cet atelier-là avec les filles. Mais quand on nous envoie aller pétrir la pâte, tous les apprentis nous disaient « Oh, tanti, mais de la banane. » Elle ne voulait pas que moi je porte le fardeau. Elle ne voudrait pas que je lui ai dit « Tiens, voyez, vous savez quoi? Nous sommes tous en apprentissage. Laissez-moi aussi apprendre le métier comme tout le monde. » En 3 mois, j'ai fini d'apprendre mon métier. J'ai installé ma petite biscuiterie, voyez un peu. Donc tout le monde était étonné. Tu savais faire ça? Comment tu as appris à faire les biscuits? Je me réveillais tôt parce que on devait commencer, le boulot commence à 7h. J'habite à Didogomé, l'atelier se trouve à Tigou. Je dois me réveiller très tôt pour aller à Tigou parce que il y a de l'ordre. Vous devez être à table à telle heure. Vous devez aller pétrir la pâte à telle heure. Aujourd'hui, vous êtes il y a 2 semaines, c'est toi qui dois sortir les biscuits du four. Et tout ça là, je me suis vraiment humiliée. Je ne peux pas, si je peux me permettre, soumise pour apprendre ce métier-là. Je sais ce que je gagne. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça donne. C'est parce que moi, j'avais déjà, avec ces connaissances que j'ai eues à l'école, pu faire une étude de marché par rapport. C'est là qu'on parle de mettre à profit ces études et des activités qu'on trouve comme secondaires. Vous voyez un peu? Et moi, je pourrais apporter maintenant une
innovation dans ce métier-là de la biscuit. Les femmes, elles le font, elles le mettent dans du plastique, elles l'attachent. Maintenant, moi, je pense à comment mettre dans des plastiques bien scellés, avec des étiquettes et tout. Vous voyez un peu, c'est réfléchir d'une autre manière. On a le diplôme, bien sûr, mais il faut aussi mettre à profit ces diplômes sur soi d'abord, avant d'aller déposer dans un bureau pour attendre qu'on te recrute. Alors, Valérie, on va évoluer dans ce débat. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont là et qui sont en quête du travail, et il y a aussi qui sont d'une manière ou d'une autre employés. Ils sont on va le dire ainsi, recrutés d'une manière ou d'une autre dans les entreprises en tant que volontaire, en tant que stage. Mais quand tu es volontaire, ou peut-être stagiaire, tu as fait 5 ans. C'est-à-dire que tu es là, on t'utilise sur 5 années, peut-être sur les toutes premières 3 ans, tu as fait du bénévolat. Parce qu'il y en a également dans nos différents pays en Afrique, où après ça, peut-être que c'est un 30 000 qu'on te donne, mais jusqu'à pratiquement, tu es là 7 ans, 5 ans. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut... Parce que là, on est dans un dilemme. C'est-à-dire, on se dit que... Et la magnon, comme le dirait quelqu'un chez nous. Donc, il faut persévérer. Alors que pour la plupart du temps, avec les allers-retours en termes de déplacement, les frais de 35 000, ça passe tout de suite. Est-ce qu'il faut continuer dans cette logique ou réfléchir autrement et chercher à faire quelque chose soi-même? C'est là où nous pourrons peut-être tomber sur le terrain de l'entrepreneuriat. Oui, en fait, il y a un grand frère qui m'a conseillé. Il a dit, si tu travailles pour quelqu'un, peut-être de 7h à 17h, ça c'est le travail que tu fais pour la personne. Okay. Maintenant, ton travail à toi commence après. À 18h. Après avoir rendu service aux autres. Waouh. Que quand tu es dans un système où tu travailles pour quelqu'un de 7h à 17h, tu t'en vas à la maison, manger, dormir. Mais peut-être que tu vas te dire, tu es fatigué. Okay. La fatigue. Tu seras plus fatigué demain. Oui. Quand tu ne paies pas le prix, quand il faut, c'est que le prix va te payer. C'est que le prix à payer, il y a plus de prix. Il y a même plus de prix. Le coût sera plus élevé. Il n'y aura même pas le prix. Il n'y aura même plus de prix parce que la situation sera très calamiteuse. Donc, il faut savoir que lorsqu'on travaille chez quelqu'un, de 7h, je ne sais pas, 7h à 17h. Oui, même à 18h. À 18h, c'est l'heure où tu travailles sur le projet de quelqu'un d'autre. Mais il faut que l'on ait son projet à soi. Ça, c'est très, très important. Même si on est diplômé. On est diplômé. C'est-à-dire que même si on est employé dans une entreprise et on a un salaire à la fin du mois. Il faut toujours avoir son projet à soi. Parce que quand tu seras, par exemple, cette entreprise a fermé, tu fais comment? Waouh. Il faut travailler surtout sur un projet personnel, apprendre quelque chose de nouveau. Parce que le fait même de faire une seule activité, et voilà, dans la monotonie, ça te tue, ça tue ta créativité. C'est ta créativité. Mais quand après ça, tu développes d'autres choses. Mais ce que tu fais même à part, ça peut te donner une promotion dans le travail que tu fais actuellement. Okay. Parce que lorsqu'on aura besoin de quelqu'un qui a encore au-delà de ce que la personne fait, mais qui a encore d'autres compétences, tu te présentes, voilà, au-delà de ça, patron, j'ai développé ceci. Voilà, tu gagnes la promotion. Alors ce que je comprends, si je comprends parfaitement bien, même si on a un travail, et peu importe le salaire que nous avons, on doit continuer par développer d'autres capacités et à nos heures creuses, se dire qu'on peut toujours apporter une plus-value, quelque chose, un autre travail pour soi-même. Exactement. Moi, je le conseille vivement. Okay. Ça nous permet même de nous ressourcer, de développer, de mettre en fait notre créativité. Parce que l'homme, des fois, on se minimise. L'homme est capable, le cerveau qu'on a, on est capable de créer des choses incroyables. Souvent, on se limite juste par rapport à ce que nous voyons. Peut-être je gagne un salaire de 500 000. Tu gagnes un salaire de 500 000. Les gens en gagnent, par mois, les gens en gagnent 2 millions, 3 millions. Et certaines personnes, les 500 000, c'est par jour. Exactement. Donc, on doit pouvoir se challenger, éviter la zone de confort. Okay. C'est la zone de confort qui tue, qui limite en fait le génie créateur de chaque être humain. Super. Alors, Abéfa, tout de suite, nous sommes en train réellement de parler nous parlons des défis auxquels sont confrontés les jeunes et nous sommes en 2024. C'est également l'occasion de pouvoir ressasser tous ces défis et apporter des solutions à ces jeunes. Pour tous les téléspectateurs qui sont en train qui viennent de nous prendre sur New World Economy, alors donc d'éco-jeunes. Alors, ce que je voudrais savoir, ce que je voudrais comprendre, quelque part, je comprends qu'il est très important, qu'il est fondamental et capital, qu'au-delà
de tout ce qu'on peut appeler de ses compétences, de l'emploi qu'on a, on ne doit pas rester dans notre zone de confort. C'est bien ça. Oui. Maintenant, à quel moment on peut également décider d'aller vers l'entrepreneuriat lorsqu'on est diplômé, mais on n'a pas de travail? Est-ce qu'il faut poursuivre? Est-ce qu'il faut aller vers l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas de travail et il faut commencer par entreprendre? Ou bien il faut continuer par se chercher jusqu'à ce qu'on ait de l'emploi? À quel moment peut-être on peut virer vers l'entrepreneuriat? À quel moment on peut virer vers l'entrepreneuriat? Je ne peux pas dire tout de suite que l'entrepreneuriat, c'est une seconde option. Une porte de sortie, voilà. C'est-à-dire que je ne trouve pas parce que je ne trouve pas de travail, parce que j'ai laissé mes CV dans plusieurs entreprises, je ne trouve pas de travail et que je vais aller entreprendre. Et c'est là qu'on se dit que je suis à mon propre compte. C'est bien beau quand on dit que je suis à mon propre compte. Et j'avais 5 ans de visite. Justement, mais toutes ces personnes qui disent qu'ils sont à leur propre compte, nous sommes actuellement au 27 du mois. Il y a quelque chose qui commence par se passer. Ça tique dans l'esprit. Vous voyez un peu, ça tique dans l'esprit. L'entrepreneuriat n'est pas une porte de sortie. Ok. L'entrepreneuriat, oui, ce n'est pas une porte de sortie. C'est pas un défaut, quoi. Non, c'est pas un défaut de l'emploi qu'il faut entreprendre. Ok. Ce n'est pas un défaut, non. Il y a des gens, peut-être qui sont appelés à entreprendre. Il y a des gens, c'est leur passion. Il y a des gens qui ont quand même des postes, des positions élevées dans des entreprises qui ont bien du boulot, mais qui entreprennent à côté. Donc, on ne peut pas forcément dire que c'est un palliatif ou bien ça vient résoudre le manque d'emploi. Alors, cela m'amène, Elie, à te poser, et tu es inspecteur du travail, et à quel moment, ou bien qui peut décider d'aller vers l'entrepreneuriat? C'est-à-dire que je n'ai pas du travail. Là, nous sommes en train de résoudre ce problème. J'ai 30 ans, je n'ai pas du travail, mais j'ai des réalités, des défis auxquels je suis confronté, la pression de la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment, selon toi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir un peu en arrière. Lorsque vous avez posé la question à Valère, le fait de savoir si tu es dans une entreprise 5 ans pour stage, 7 ans. Bon, là, je vais me mettre un peu dans ma peau pour dire qu'on ignore la loi, c'est ce qui nous tue. Okay. Moi aussi, je ne le savais pas. Mais après, je l'ai su, ça m'a fait vraiment mal. Déjà, quand tu es dans une entreprise 2 ans, tu es dans un contrat on dit souvent CDI, CDD, contrat à durée déterminée. Voilà. 2 ans, 4 ans, et que tu n'as pas un contrat comme cela. On ne t'embauche pas après. Automatiquement, chez nous, on dit que tu as maintenant un contrat à durée indéterminée. Peu importe là où tu te présentes, si tu te présentes chez un inspecteur, tu as raison. Et c'est ta parole contre la parole. Oui, mais Elie, lorsqu'on te dit, ici c'est comme ça, c'est-à-dire que si tu veux, tu parles. Voilà. Mais si tu veux rester, c'est toujours le montant. Tu fais quoi? Voilà notre problème, au fait. Le fait qu'on se laisse asservir, je ne sais pas si c'est le mot, on est là parce que, tout ça. On n'a pas confiance, on pourra Si tu as des potentiels, moi je connais des travailleurs qui viennent se plaindre devant nous. Et on dit, ok, on ne peut pas te donner le temps, on ne peut pas te dire d'aller démissionner, nous, c'est pas notre... On ne peut pas te conseiller cela. Mais tu fais, quand tu tapes, tu dis la vérité à ton employeur. Il y a des gens qui ont eu vraiment la chance d'être recrutés maintenant par l'employeur. Se dit, waouh, il a du cran. C'est parce que maintenant, il sait ce qu'il veut. Mais il y a des gens qui ils se taisent. L'employeur dit, et il y a des employeurs qui viennent chez nous et disent, la personne même se plaît dedans, moi je vais faire comment? Vous voyez, parce que, premièrement, le travailleur ne connaît rien sur la loi. Ne connaît rien. Actuellement, le SMIC a augmenté. Je ne peux pas aller réclamer cela parce que si je dis ça, on pourra me renvoyer. Si on me renvoie, je vais trouver le travail où? C'est tout notre problème. Oublions la peur. Si tu as tes potentialités, si tu as tes capacités, si on te renvoie, tu vas trouver du travail. Super. Si tu sais ce que tu veux pour l'entreprise, il y a ces postes-là, on a toujours besoin de quelqu'un. Et devant nous, on ne renvoie pas comme ça aussi. Donc, pour revenir sur la question sur à quel âge... Oui, c'est-à-dire que nous revenons toujours à cette question de je suis dans les trentaines, la pression elle est là, je n'ai toujours pas de travail. Est-ce qu'il faut virer vers l'entrepreneuriat ou bien par conviction, il faut continuer par chercher? Qu'est-ce qu'il faut faire?
selon toi? Comme Apéfa l'a dit, on ne va pas vers l'entrepreneuriat parce que on a essayé et ça ne marche pas et tout ça. Non, on entreprend parce que on le sent au fond de nous. Que si je sais Par que si conviction. par conviction, si je sais que je fais ça, si je commence ceci, je sais que je peux aboutir. Peu importe ce qui va se passer, parce que déjà les gens entreprennent et ils n'ont pas de gain de cause dans les premières années. Mais c'est à force de le faire que ça vient. Des fois, on se lance après des années. Hein. Voilà, mais si tu n'as pas cette mentalité, si ça commence comme ça, les gens comme nous par exemple, moi si l'argent ne vient pas vite, moi premièrement, ça va me faire tellement, moi j'encourage les entrepreneurs, moi je ne peux pas te prendre. Voilà, quelqu'un comme moi maintenant qui se lance, parce que bon, il ne trouve pas de travail, moi je préfère apprendre un métier et l'exercer, voilà. Okay. Que d'aller dire que apprendre un métier et l'exercer en même temps, voilà, et avoir de l'argent pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, que d'aller entreprendre. Si tu n'as pas le cœur, faut pas entreprendre. Il y a des gens qui ont mis 1 million, 2 millions dans l'entrepreneuriat, ils sont retrouvés dans les premiers mois avec 0 francs. Moi, je peux pas supporter ça. Moi, mon argent, c'est pas possible. Je préfère apprendre. Donc, il y a plusieurs options. Okay. Apprends un métier et tu l'exerces en même temps. Et on te paye pour ton métier, pour ton savoir-faire. Tu entreprends. C'est parce que tu as les potentialités d'entreprendre et de bien le faire et d'assumer tout ce qui va avec. Si tu as cette possibilité comme Apéfa et aller à ouvrir, parce que les biscuits dont elle parle là, c'est 25 francs qu'on le vend. Hein. Si, moi je peux pas, et si c'est 2 personnes qui viennent payer 50 francs par jour, non, Fortune, moi je peux pas supporter ça. Je préfère. Les gens vont se moquer peut-être par mois. Je sais que j'ai mon salaire de 150 000 ou 200 000 qui me vient. Au moins, ça me rassure que par mois, ça, finalement, tu as quand même quelque chose. J'ai mes petits quelque chose qui vient et je me contente de ça. Super. Alors, finalement, Valère, je reviens à toi. Mais est-ce qu'on peut finalement que c'est une question de conviction? Chacun doit aller selon qui le sent. Oui, justement. Même s'il faut subir jusqu'à un moment donné. C'est d'ailleurs pourquoi je voulais arracher la parole à Élie, qui dit qu'elle préfère mettre à profit son service quelque part pour qu'on lui paye. Mais mettre son profit à service quelque part, mais c'est dans une entreprise. Mettre plutôt son service au profit à quelque part. À quelque part. Et prendre et recevoir peut-être un salaire de 150 ou 200 000. Mais la personne qui te paye les 200 000 a gagné déjà quelque chose. Et voilà, on dit souvent en droit, on dit souvent, dans une société, il y a différentes sortes d'apports. Il y a des gens qui apportent l'argent, il y a des gens qui apportent le cerveau. Si je suis ce cerveau-là pour l'entreprise et que le gars avec qui le chef d'entreprise avec qui je travaille connaît vraiment mes potentialités, c'est pas les 200 000 francs dont je parle. Il y a des gens qui sont payés pour leur savoir. Je crois que le débat ne se situe pas au niveau du salaire. Moi, je pense que ce n'est pas tout le monde qui est. Il faut l'avouer. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Voilà, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Il y a certains qui sont là, qui sont faits pour être recrutés, travailler dans une entreprise, travailler pour quelqu'un, justement, et d'autres qui sont faits pour créer des entreprises et recruter des personnes. Alors, j'aimerais, je vais reprendre avec Valère. Apéfa, je reviens tout de suite à toi. Ce que je voudrais savoir, restons dans ce cas pratique. Je suis dans les trentaines, ok? Parce qu'il s'agit beaucoup plus de ça. Je ne sais quoi faire. J'ai fait des dépôts partout. Ça ne vient toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut faire à sa place? Que feriez-vous, M. Valère? Oui, avant peut-être de toucher directement, je dirais, entreprendre, souvent on nous a mal communiqué sur l'entrepreneuriat. Et parce que très souvent on nous présentait des gens comme Dangote, Bill Gates, comment le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, il a commencé en étant étudiant, aujourd'hui il est milliardaire. Donc quand on parle d'entrepreneuriat, on voit déjà des milliards. Et on va aussi voir ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont des belles voitures et tout ce qui va avec. Exactement, on allie automatiquement l'entrepreneuriat, la richesse, vraiment l'abondance. C'est vrai, mais il y a vraiment des réalités, un prix vraiment à payer. Il y a
je dirais, la face cachée de l'iceberg qu'on ne voit pas tout de suite. On ne montre jamais. Qu'on ne nous montre pas. Mais je dirais qu'entreprendre, ce n'est pas facile. Okay. Faudrait pas que cela soit juste une réaction instinctive lorsqu'on ne trouve pas de l'emploi. Parce que je dirais que c'est plus facile de trouver un emploi que d'entreprendre. Parce qu'entreprendre, c'est tout un art, c'est tout un cheminement et il faut vraiment être prêt. Il faut être prêt pour payer le prix et vraiment l'assumer. Maintenant, dans le cas de ton ami, je ne vais pas peut-être proposer une solution toute faite, mais je dirais par exemple, lui-même, il est capable de faire quoi? S'il a des habilités naturelles, s'il a des... Je poursuis. Bon, ok, vas-y. D'accord, s'il a des habilités naturelles, par exemple, s'il aime vraiment tout ce qui est infographie, dessiner, prendre des photos, etc., il peut s'avancer dans une formation. Mais pas une formation à temps plein. Parce que je suppose qu'il n'a pas non plus des moyens. Donc, dans son cas, moi, je dirais que je fais, par exemple, une répartition. Je sais qu'on a 6 jours dans la semaine, 6 jours de travail. Et voilà, je travaille, je vais à l'atelier 3 jours. Et je trouve aussi un travail de 3 jours. Un travail, voilà, que je peux faire manuellement, aller déporter, par exemple, aller charger un camion. Un truc, des choses qu'on fait en même temps. À la fin, tu reçois 5 000 pour quand même gérer. Parce qu'il faut aussi il faut quand même manger, il faut quand même se déplacer. On ne pourra pas dépendre des voilà. autres comme ça. Donc, je gère. Je gère. J'apprends quelque chose. Je sais que c'est un investissement. Après 6 mois, je peux valablement commencer ce travail-là. Mais en attendant, je gère parce que je ne vais pas tendre la main à qui que ce soit. Donc, j'essaie quand même de gérer. Et aussi, en attendant, je dépose également. J'ai déposé, on ne sait jamais. Ça peut également tomber. Donc, j'arrive quand même à me rassurer. Si le plan A ne marche pas, le B passera forcément. Alors, Apifa, dans cette situation, que faire? Dans cette situation où on est à 30 ans et qu'on n'a pas peut-être moins ou peut-être plus également. Et qu'on n'a pas d'emploi, mais on a tous les diplômes. On a fait des dépôts partout. On a fait des dépôts. Ça ne manque pas. On dit qu'il y a le chômage, que les emplois manquent, mais vraiment, les emplois ne manquent pas. Ah bon? Oui. Les emplois ne manquent pas. Ce que trouver quelque chose à faire pour gagner un petit 5 000, un petit 10 000, comme Valère vient de le dire, ça ne manque pas. Mais ce que je veux savoir, on va être très concret avec nos téléspectateurs. Trouver quelque chose à faire pour avoir 5 000, 10 000, c'est quoi ce quelque chose-là? Il y a beaucoup de choses à faire, maestro. Par exemple, pour lui, dans ce cas. Oui, quand tu vas à Sigamé, il y a tellement de choses. Tu peux louer un pouce-pouce. Ah bon? Oui. Donc, une personne qui a un master et tout ça. Là, ce qui me choque, vous lui demandez, il y a quelque chose à faire, il n'a qu'à aller au grand marché et chercher pouce-pouce. Je t'explique. Moi, j'ai fait à Sigamé 5 ans. Quand j'ai eu mon bac, j'allais à l'université et je vais également à Sigamé. Ce que vous voyez, les pouce-pousseurs là, ils sont capables de faire un chiffre d'affaires de 30 000 par jour. 30 000 par jour. Mais il faut avoir l'énergie pour faire ça. Oui. Et il ne faut pas être aussi paresseux. Oui, parce que l'énergie, même à la maison, tu dépenses de l'énergie. Dormir, passer des temps à la maison, tu dépenses de... Vous allez voir même que rester sans rien faire, ça fatigue plus. Donc, l'énergie, on ne peut jamais manquer de la dépenser. Donc, il y a des métiers, il y a des trucs que nous voyons comme salissant, comme rabaissant. Portefeuille après un diplôme universitaire. Mais il y a des... même vendre de l'eau, puis à Sigamé, une journée. Par exemple, un homme qui vend de l'eau. C'est des questions que je pose. Il y a tellement d'hommes aujourd'hui qui vendent de Piota à Sigamé. Quand vous allez, tellement d'hommes. Ça ne devrait pas être... Je rajoute qu'un sachet de Piota, ça donne un bénéfice de 400 francs. Un sachet de Piota et plus. Un sachet de Piota, quand tu l'achètes en gros, tu peux le payer à 250, à 300 francs, tu le revends à 700 ou à 750. Wow. Tu fais un bénéfice de 400 francs. Nous sommes en Afrique. C'est un pays tropical. Il y a toujours de la chaleur. Et quand moi j'arrive au grand marché, je prends au moins deux Piota. Imaginez la foule qui vient au grand marché. Tu peux te faire tes 400 francs là
fois 3, fois 4, fois 5. Fois 5, alors même va jusqu'à 10. Wow. Quand tu fais 4 000 comme gain par jour, et même il y a des boutiques, il y a des magasins au grand marché qui te donnent le pure water, tu vas vendre et tu ramènes. Tu n'as pas besoin d'acheter du frigo, tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit et tu ramènes l'argent. Voilà. Tu vois, tu te fais un bénéfice de 3 000 francs par jour fois le mois. Peut-être que tu vas revenir avec un gain qui sera même plus que ce que tu attendais. À la fin du mois, quand tu seras dans une entreprise. Aujourd'hui, c'est bien beau qu'on porte les cravates, quand on te dit que tu fais quoi, je travaille dans telle entreprise, on nomme de très grandes entreprises. Mais reste à savoir si il y a de ces petits jobs-là que nous considérons vraiment des choses comme salissants, comme des choses qui ça ne va pas avec moi. Je suis allée au marché de Adido Gourmet et puis j'étais au téléphone en train de parler l'anglais et j'étais à la boucherie, je voulais acheter de la viande. Il y a un jeune monsieur qui était là. Après ma discussion, il m'a posé une question en anglais. Mais j'étais étonnée qu'il était venu acheter de la viande. Je l'ai rencontré déjà, c'était peut-être la 3e fois qu'on s'est rencontrés à la boucherie. Il venait acheter au moins 5 à 6 kilos de viande. Et ceux qui sont dans la gastronomie savent qu'avec 5-6 kilos de viande par jour, combien tu pourrais te faire comme chiffre d'affaires? Et quand on est allé dans la discussion, tu as échangé, qu'est-ce qu'il fait avec la viande? Il fait une sauce le matin, il fait du foufou et à Koumé, il met sur un plat qu'il porte sur sa tête. Le gars, il s'enfile des chaussettes. Un gars, avec des lunettes bien sapées, il se promène dans le marché. À Lomé? Au marché d'Adido Gourmet. Au marché. Et quand il arrive chez les bonnes dames, un Togolais. Wow. Ça commence par changer. Hein? On a nous 5 balles nommées. On a nous 3 balles nommées. Et quand il connaît 5 balles, 3 balles jusqu'à la fin de la journée, le gars, il sait ce qu'il gagne. C'est important. Tout de suite, quand quelqu'un va le voir, il va dire que on se laisse la foufiant. On se doit marouta. Vous voyez, c'est parce qu'aujourd'hui... Mais Apéfa, je ne te coupe pas. Est-ce que quelque part, quand on n'a pas aussi ce blocage-là lié peut-être à la famille, aux amis, je ne sais pas, aux collègues et tout ça là, qui vont dire que il a été même, je ne sais pas, délégué ou major de classe et on voit en train de vendre du foufou. Est-ce que ça ne froisse pas un peu? Je crois qu'il est temps pour nous de briser les limites du que dira-t-on? Que pensera-t-on de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que tu as été à l'école et puis tu fais ça. Est-ce que c'est aller à l'école et faire ça ou bien c'est aller à l'école et gagner de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas. La société, disons-nous la pure vérité, la société ne te respecte pas quand tu n'as pas l'argent. Quand tu vas en réunion de famille, quand c'est toi qui as l'argent, on va dire qu'on va t'attendre. Attendons, elle va venir d'abord. Qu'il vienne d'abord avant qu'on ne commence la réunion. Le riche n'est jamais en retard. Le riche n'est jamais en retard. On ne parle pas de richesse exagérée, mais le peu pour couvrir les besoins pour être respecté en société. Mais quand tu n'as rien, c'est toi qui vas venir à la fin de la réunion, c'est toi qui vas dire à ta vie Macmo. Et quand tu dis que Macmo là, on doit te donner 2000, qui va te respecter? D'abord, tu te tiens devant une jeune fille, elle ne va pas te respecter. On ne te respecte pas à la maison, tes frères et soeurs ne te respectent pas. Dans la communauté religieuse, on ne te respecte pas. Dans quelle église aujourd'hui, ou dans quelle communauté religieuse tu vas aller aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, le pasteur même ne te regarde même pas. Wow. Oui. Les sièges devant sont réservés à ceux qui ont l'argent. Disons-nous la pure vérité. Les plus grandes bénédictions sont réservées à ceux qui ont de l'argent. Tu finiras par tomber, rouler à l'église à chaque fois que tu reçois la délivrance. Tu as déjà vu un riche, un PDG tomber? Est-ce que vous avez déjà vu un PDG tomber à l'église? En train de rouler. En train de rouler dans la poussière, qu'on est en train de le délivrer? Jamais. C'est vrai, hein? Oui, jamais. Et faites un peu la
situation de la chose. Arriver à l'église et puis un ministre... Tu veux dire que les démons respectent l'argent? On peut le dire ici. On peut le dire ici. Un ministre, un député, ceux qui ont les grandes personnalités, venir à l'église, un chef d'entreprise venir à l'église et puis on fait la messe et tout, et puis c'est lui qui roule dans la poussière, qui commence par crier les accueils qui le tiennent de gauche à droite. Vous avez déjà vu ça? Alors ça veut dire que la pauvreté pourra te faire rouler, hein? Oui, la pauvreté pourra te faire rouler parce que toi-même, au fond de toi, tu te sens possédé par l'esprit de la pauvreté. Wow. Tu te sens consumé, tu es frustré au point où l'émotion t'emporte, toi-même tu commences par rouler. Que tu es possédé alors que c'est là pareil. C'est la pauvreté qui t'a possédé. Mais quelqu'un qui a confiance en soi, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit, tout ce qui se fait, mais il est là tranquille parce que tu as une certaine confiance en toi quand tu es à un certain niveau. Super. Donc il est temps de briser cette limite de que dira-t-on de moi. Je m'en fous quand on me dit aujourd'hui qu'elle est vendeuse de ci, elle est vendeuse de ça. Peu importe, ce n'est pas ce que la personne fait. Il n'y a pas de travail salissant. Okay. Il n'y a pas de travail salissant. Il faut juste savoir bien faire la chose, le faire en telle sorte de faire, te donner une certaine qualité à ce qu'on est en train de faire et c'est tout, et c'est rentable. Il y a tous les travaux, tous les emplois sont rentables. Il n'y a pas, je répète, il n'y a pas de travail salissant. Ouais. Alors je comprends au travers de ça que peu importe le diplôme que vous avez, si vous n'avez pas de travail, vous devez vous-même vous donner un travail. Vous devez chercher quelque chose que vous devez commencer par faire qui vous permet du moins de pouvoir se déplacer, de pouvoir vous nourrir, de pouvoir se faire ne serait-ce que respecter un tout petit peu en société le temps que le grand bonheur auquel vous aspirez puisse arriver. C'est bien ça, Péfa. Oui. Alors j'aimerais qu'on touche un dernier aspect sur ce sujet lié donc au défi de l'heure de la jeunesse et certainement on reviendra sur d'autres aspects, notamment le mariage et tout ce qui va avec. Alors des fois également on se dit qu'on va déposer peut-être nos CV, nos dossiers à des endroits qu'il ne faut pas. Je vais peut-être donner un exemple où, par exemple, on voit un anthropologue, je ne sais pas, il a fait l'anthropologie et tout de suite, c'est lui qui... On voit, par exemple, 500 anthropologues qui viennent déposer leur dossier à Togocom à la recherche du travail. Et comment s'y prendre? Est-ce que, en fonction de notre diplôme, on doit chercher, parce que, Elie, j'ai l'impression que des fois, on ne se demande pas ce que j'ai là. Oui, ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux déposer, mais on va déposer seulement partout. On va, c'est une entreprise, on va déposer. J'ai l'honneur de venir très respectueusement et tout. Je viens d'avoir bac plus 3 et je veux travailler dans votre entreprise. Alors que peut-être que l'entreprise n'a absolument rien à voir avec les compétences que tu as. C'est bien ça? C'est clair. C'est clair, on voit des gens qui ont maintenant la... je sais pas, les juristes, là, on a besoin d'eux partout, ça c'est clair. Et je pense que les gens, vous venez de parler des anthropologues, l'étude de l'homme. C'est ça, c'est ce qu'ils se disent, c'est ça. Mais en réalité, vous faites ça au Togo pour faire quoi? Même notre propre histoire... C'est pour choquer les anthropologues. Oui, même notre propre histoire ne nous en parle pas. Vous faites ça pour faire quoi? Donc, disons-nous la vérité, il y a maintenant de ces réalités-là. Moi, je le dis à mes petits frères, je le dis à mes petites sœurs, oublie ça, fais autre chose. C'est vrai, on appelle certaines filières, certaines options à l'université, c'est facile. Si tu prends ça, tu peux vite t'en sortir. Avec le LMD, avec ça, tu peux vite partir dans les 3 ans, c'est vite fait. Mais ce n'est pas là la question. C'est pas là la question. Le plus important n'est pas de vite finir. De vite finir, c'est de bien finir. Wow. J'ai fait le droit à l'université. Ça ne marchait pas. Peut-être un autre jour, on va en parler. Le fait de vite avoir le bac aussi, c'est un problème. Parce qu'il y a un problème d'orientation. Où ton papa te dit, en attendant. Ou bien ton papa veut que tu complètes sa carrière. Waouh. Ce que lui n'a pas pu faire, il faut que ta fille ou son fils le... Voilà, alors que c'est pas ça que tu veux faire. Alors que c'est pas ça, c'est pas ce que toi-même tu souhaites faire dans ta vie. Il y a de ces cas-là au Togo. On va en parler peut-être un autre jour. Moi, j'ai fini, j'ai mon bac, tout ça. J'avais pas d'emploi, j'avais rien. Qu'est-ce que j'ai fait, maestro? Vu que j'aime apporter mon savoir, faire comme toujours, je suis partie dans une pâtisserie. Ok.
J'ai dit à la dame, je vais maintenant proposer des petits services pour vous, tout ça. Mais pendant 2 ans, j'étais au service de la personne et je prenais 2000 francs par jour. Wow. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils ne peuvent pas faire. Parce que quitter 7 heures à la maison et rentrer 22 heures, les gens Ce n'est pas... aucun jeune, rares sont les jeunes qui vont vouloir faire cela. Mais il est temps, comme Apéfa l'a dit, quoi, et allons de l'avant. Super. Alors, on va faire le tour de table rapidement parce que nous sommes le temps est après nous. Apéfa, quel serait donc ton dernier mot, surtout pour ces jeunes-là qui sont en quête de travail en cette nouvelle année? Oui, je voudrais d'abord adresser mon message à tous ceux qui entourent ces jeunes-là, qui mettent vraiment la pression et qui vont peut-être parler quand ils vont entreprendre d'autres choses différentes de leur qualification. Parce qu'il y a ça aussi qui tue les jeunes. Parce que ma mère, mes soeurs, ils vont commencer par dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bien sûr que nous sommes en train de faire le tour de table, mais je voudrais quand même emprunter ceci. La nouvelle série Ahoué qu'est l'aspirine de tous les Togolais en ce temps, que je félicite d'ailleurs les initiateurs de cette série-là. Il y a un acteur dedans qui est Harris et qui a dit quelque chose qui m'avait vraiment touché. Lors d'un épisode, il est entrepreneur, il est homme d'affaires, il a ouvert des restaurants partout. Mais il est toujours frustré parce que son papa n'est jamais content de lui. Son père n'a jamais été content de lui parce qu'il n'est pas ingénieur, parce qu'il n'a pas un gros titre. Mais il est à l'aise, c'est un gars qui est à l'aise, que ses affaires donnent bien. Il faut aussi que notre entourage aussi, la famille aussi commence par encourager les jeunes à faire des métiers qui ne sont pas purement, forcément administratifs ou classiques. Super. Et aux jeunes aussi de ne pas forcément attendre que le boulot classique vienne à nous, mais aller aussi vers le travail, créer quelque chose qui n'est pas forcément entreprendre. Créer quelque chose, commence par mettre la main à la pâte de quelque chose pour que ça rapporte. Merci. Apéfa Valère, rapidement, pour finir. Oui, j'aimerais vraiment encourager les jeunes. Les défis sont comme l'obscurité. Et nous, les jeunes, nous sommes comme la lumière. Plus les défis augmentent, c'est que ça nous donne la chance de briller. Donc, ce n'est pas le moment d'abandonner. Voyez autour de vous, déployez-vous, utilisez toutes les ressources de votre environnement. Il y a vraiment du potentiel à vous. Et j'aimerais également dire aux gouvernants, vraiment ceux qui ont l'achat de la jeunesse, de vraiment nous faciliter le travail, parce que nous les jeunes, on a renforçant les jeunes et tout ce qui va on a tellement de défis. Et quand le système, l'environnement est propice, ça nous permet d'aller très très rapidement. Super. Et d'une manière très efficace. Vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette merveilleuse émission consacrée à la jeunesse, la toute première émission pour cette année 2024. Nous avions vraiment pris le temps pour vous parler des jeunes face aux défis de l'heure. Nous avons beaucoup plus parlé aujourd'hui de l'emploi. Certainement la semaine prochaine, même heure, nous reviendrons pour parler donc d'autres défis et apporter des solutions à vous jeunes. Restez scotchés sur New World Economy, beaucoup plus sur notre émission Éco-Jeunes. Merci beaucoup, à très très bientôt, au revoir.